Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la thématique la pénicilline du laboratoire à la société, naissance d'un médicament. Tout d'abord la problématique qui va nous servir de fil rouge durant cette leçon, elle est double. Comment naît un nouveau médicament, ici la pénicilline, et quelles sont les étapes de sa recherche scientifique jusqu'à sa diffusion massive dans la société. Voyons tout d'abord grand 1, une découverte révolutionnaire. Dès la fin du XIXe siècle, plusieurs chercheurs mettent déjà en évidence les propriétés microbiennes des moisissures. Mais c'est en 1928 qu'un médecin et biologiste britannique, Alexander Fleming, va découvrir le pouvoir antibactérien des moisissures issues du pénicillium. À partir de 1937, une équipe de chercheurs de l'université d'Oxford en Angleterre, dirigée par Howard Florey, qui est australien, et Ernst Schein, qui est allemand, démontre l'effet positif de l'injection de la pénicilline à des malades, sauvant ainsi 2 patients. Ils arrivent donc à transformer la pénicilline en médicament. Mais pour passer de la découverte scientifique à la véritable innovation médicale et notamment à une diffusion massive dans la société, il faut produire la pénicilline en plus grande quantité. Or, le Royaume-Uni est en guerre à ce moment-là, dans les début des années 40 bien sûr, et personne, le gouvernement britannique en tout cas, ne prend pas le risque financier de produire industriellement le médicament. Donc il va falloir trouver une autre source de financement, et cette autre source de financement va être les États-Unis. Grand 2, la production industrielle du médicament. Au début des années 40, Florey décide de se rendre aux États-Unis, en 1941 précisément, afin de convaincre le gouvernement américain des bienfaits de la pénicilline. Le but de Florey est que le gouvernement des États-Unis encourage les laboratoires pharmaceutiques américains à se lancer dans la production du médicament. Finalement, ce sont les besoins sanitaires de l'armée américaine qui vont convaincre le gouvernement des États-Unis de commander aux industriels des quantités suffisantes de pénicilline. En effet, on est dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et notamment l'engagement des troupes américaines en Asie du Sud-Est, où les soldats sont atteints de nombreuses épidémies, et la pénicilline va être distribuée dès 1943 et encore plus massivement utilisée à partir de 1944. Et l'injection de pénicilline va permettre de sauver des dizaines de milliers de vies de soldats américains, au point que dans l'opinion publique, la pénicilline devient le médicament miracle. Et des usines de pénicilline sont construites par les grandes entreprises pharmaceutiques américaines afin de séparer la pénicilline de la moisissure qui la produit. Puisqu'il y a une production en plus grand nombre, les coûts de production baissent peu à peu, et peu à peu ce médicament va être accessible à la société tout entière. Ce médicament est d'abord conditionné en ampoule, et à ce moment-là la pénicilline est utilisable sur le front par tout soldat afin de prévenir ou de guérir l'infection d'un blessé, et elle est d'abord réservée à l'armée américaine, mais très rapidement, et notamment du fait du retour à la période de paix, la pénicilline est ensuite disponible dans toutes les pharmacies aux États-Unis. Grand 3 de la pénicilline aux antibiotiques. Dès 1945, Fleming, Florey et Chen reçoivent tous les 3 le prix Nobel de médecine. La découverte des propriétés thérapeutiques de la pénicilline a clairement ouvert la voie aux nouvelles générations d'antibiotiques qui voient le jour dans les années 60. Mais n'ayant pas déposé de brevet pour protéger la propriété intellectuelle de leur découverte sur la pénicilline, toutes les industries pharmaceutiques peuvent produire l'antibiotique. Cela a un grand effet sur la mortalité et sur l'espérance de vie des gens à cette époque-là, puisque la pénicilline et les antibiotiques qui ont suivi ont permis de guérir des infections souvent mortelles il y a seulement encore 2 ou 3 générations, et ainsi d'allonger la durée moyenne
de la vie humaine. Voilà, c'est la fin de ce cours. Vous pouvez laisser un commentaire pour poser une question ou faire une remarque. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.